Bon matin à tous. Aujourd'hui, l'épisode 2 des changements climatiques. Donc, dans le premier épisode, on avait vu la création d'Israël puis le rôle que ça a eu dans toute l'évolution économique du pétrole et le contrôle monétaire mondial. Donc, on avait bien compris que les stratégies au cours de la Première, Deuxième Guerre mondiale étaient étroitement reliées au contrôle du pétrole. L'Empire britannique n'avait pas le contrôle. Et puis, ça a été une des raisons pourquoi ils ont voulu créer Israël. Aussi, on avait compris dans le premier épisode le rôle qu'avaient les États-Unis en fournissant le pétrole avec la compagnie Standard Oil, qu'une fois que Hitler et l'armée allemande n'avaient plus de pétrole et qui n'ont pas réussi à s'emparer des réserves russes, des territoires stratégiques, ben ça a été en fait la fin pour eux. Ensuite, je dois rementionner la différence entre l'environnement et le climat. Avec la propagande qui a tout alentour de ça, on nous mélange sans cesse les deux. L'activité humaine n'est pas à l'origine des effets climatiques. Tu sais, s'il mouille, vente dehors, c'est pas de la faute de moi personnellement. Tu sais. Puis apparemment, peut-être que la planète ne serait pas autant dans un état grave que les alarmistes climatiques, comme Greta Thunberg, nous tentent de nous faire croire. Ils n'ont pas vraiment de données scientifiques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer réellement pour affirmer de telles choses. Donc, en suivant l'évolution de tout ça, on remarque que plus le temps avance, moins les mondialistes sont intéressés par le pétrole et plus sont intéressés vers les énergies qui font compétition au pétrole. Mais dans le premier épisode, on a clairement compris que sans pétrole, on peut pas faire déplacer notre armée. D'un point de vue géopolitique, stratégique, militaire, tu peux pas avoir juste des batteries, les avions, les cargos, les tanks, ça avance pas avec des batteries. Aussi, au début de 2000, la température globale de la planète s'est stabilisée et apparemment, depuis les débuts des années 2000, il y aurait même un refroidissement. Donc, le narratif des mondialistes, comme pas eu le choix de changer, la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont modifié, ils ont changé les réchauffements climatiques pour les changements climatiques. Mais c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier, étant donné que même eux, ils font des manipulations qui modifient le climat, comme un peu on a vu dans l'émission des chemtrails. Donc, ça fait longtemps que les militaires s'intéressent au contrôle du climat, l'appui artificiel, tout ça. Donc, il faut comprendre que les mondialistes, ils ont énormément de personnes qui sont engagées pour pousser ces agendas-là. Il y a beaucoup de lobbyistes qui travaillent pour les énergies vertes. Et aussi le contraire, ceux qui veulent discréditer le pétrole en disant c'est dangereux, le CO2 ça va tout nous tuer, etc., etc. Mais là, plus tard, on va comparer ça avec l'extraction du lithium et du cobalt pour la fabrication des batteries. Puis on remarque vite que la dette environnementale pour la fabrication d'un véhicule au pétrole versus un véhicule électrique, ben vite comme ça, celui au pétrole, il y a moins une grosse dette environnementale pour le construire. Bon, mais vous allez me dire qu'à long terme, la voiture électrique, elle va être meilleure. Peut-être, écoute, s'il n'y a pas d'accident, si la personne change pas après 3 ans sa voiture comme on voit, tu sais.
Fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire avant de changer d'une voiture au pétrole à électrique. Commencer par filtrer les émissions qui sortent des usines, que c'est la source numéro un de la pollution. Nous autres, en Gaspésie, on a une des usines les plus polluantes au monde pour faire du béton. J'ai oublié le nom. Ensuite, juste un bateau cargo qui fonctionne au diesel lourd consomme, j'ai oublié le chiffre, là, mais on entend ça souvent, un cargo consommerait autant que 50 millions de voitures. Maintenant, on va avancer vers comprendre les enjeux qu'il y a eu dans le dernier conflit du Moyen-Orient, qui est la guerre en Syrie. C'est là un peu que les mondialistes, ils ont comme avalé leur pilule, qui ont constaté qu'ils n'allaient pas pouvoir s'emparer de la péninsule d'Arabe puis tout contrôler le pétrole. Donc là, ils ont passé à un niveau supérieur en propagande, en publicité, mettre en valeur toutes les énergies. Puis tu sais, je parle de voitures électriques, mais il n'y a pas seulement ça, il y a la manière de produire l'électricité aussi. Parce que parfois, il y a dans certains pays où ce qu'on veut des voitures électriques, mais pour cela, ça nous prend des centrales il n'y a pas d'autre manière de faire fonctionner ces centrales-là qu'au charbon ou même nucléaire. Puis on sait que l'énergie nucléaire est très controversée. On va en parler justement de pourquoi c'est si controversé que ça, le nucléaire, quand on sait qu'on pourrait améliorer les procédés. Les centrales avec lesquelles on a eu le problème, c'était les premières générations de centrales qui ont été créées. On sait maintenant qu'il y a des manières de construire les réacteurs beaucoup plus sécuritaires qui résisteraient à 10 fois plus de catastrophes. Pour ce qui est de s'occuper de l'environnement, on a quand même fait des progrès considérables pendant les 40 dernières années. Moins d'émissions, le recyclage, il y a moins de coupes de bois à blanc. La seule chose, c'est qu'il y a plus d'exploitation minière, puis une des raisons, c'est pour produire les maudites batteries. Donc, tu sais, on s'en sort jamais, là. Ça prendrait l'énergie libre de Nikola Tesla, qui est la seule réelle énergie propre qui existe pas, en fait. Ou sinon, comme on avait vu dans les émissions de la Lune, si on aurait accès à l'hélium-3, on pourrait fabriquer des réacteurs à fusion nucléaire. Que ça produit de l'énergie qui serait propre. Mais on n'a pas suffisamment d'hélium-3 sur Terre. Il faudrait l'extraire de la Lune pour la ramener ici. Donc aussi, on a réduit l'utilisation des pesticides, moins de coupes à blanc. Il n'y a plus d'essais de bombes nucléaires partout, par 6 pays différents. Donc, si je reprends à partir de la fin de la dernière émission, en 1947, on a réussi à créer Israël. On avait vu le plan pour l'agrandissement d'Israël ensuite, qui a été officialisé en 82. Puis on avait compris que tout l'agrandissement d'Israël était en fait pour contrôler le pétrole de la péninsule arabe, qui est l'endroit qui en a pratiquement le plus au monde. Parce que si t'as pas le contrôle du pétrole, ton économie locale, elle vaut rien, ta valeur monétaire, tout ça, ça va ensemble. Pendant les années 60, il y a eu plusieurs guerres en Israël, en 67 entre autres. C'est là qu'on a vu que l'agrandissement d'Israël ne serait pas si simple que ça. Ensuite, en 73, il y a eu un événement qui est déterminant pour l'évolution du marché du pétrole. C'est la crise pétrolière en 73 qui a été provoquée en fait par l'Arabie Saoudite qui a fait grimper le prix du baril de 400%. Ce qui a causé une crise économique aux États-Unis. Et ça a une importance
capitale sur le réchauffement climatique qui s'en vient, parce que l'économie américaine a été complètement paralysée, au fond, pendant 6 mois, 1 an. Et a eu beaucoup de misère à s'en remettre, et parce que le pétrole était trop cher. Ce pourquoi les Arabes ont fait ça, ma théorie, c'est qu'ils voulaient presser le pas pour que Israël agrandisse. Ils voulaient qu'on redouble les efforts parce que ils étaient tannés de jouer au pourvoyeur de pétrole pour tout le monde. Et donc, ils voulaient que les banques, au fond, puissent mettre la main sur l'ensemble du marché. Donc, en 1973, crise du pétrole. Ensuite, en 1973, on crée la commission trilatérale. C'est quoi la commission trilatérale? Donc, la trilatérale, ça réunit des hommes d'affaires, des gens des médias, des banquiers. Donc, le CFR, le Conseil des relations étrangères, ont voulu déléguer la partie... Dans le fond, ils voulaient séparer la partie économie, technologie puis pharmaceutique. Le Conseil des relations étrangères a seulement gardé tout ce qui a trait à la géopolitique et au contrôle des médias. Donc, le CFR, il y a des bureaux un peu partout dans le monde. C'est dédié beaucoup au contrôle des médias. Il y en a un bureau à Montréal. Et puis, Al Gore, qui va devenir un grand apôtre du réchauffement climatique, est membre de la commission trilatérale. Donc, c'est là qu'ils ont créé le plan B. Le plan A, c'était de prendre le contrôle de la péninsule. Mais malgré ça, il y avait beaucoup de pays indépendants, puis il aurait fallu tout aller chercher, prendre le contrôle pour avoir, pour contrôler les prix, le marché, tout ça. Donc, tu sais, tous les pays comme la Russie, le Venezuela, l'Iran, c'est tous des pays indépendants qui, justement, vu qu'ils ont du pétrole, ça leur donne une force. C'est là qu'on a commencé à penser à un plan B au lieu de prendre le contrôle de tous ces pays-là, ce qui allait être un défi majeur. Donc, c'est en 73 qu'il aurait commencé à faire germer cette idée-là, au cas où on n'aurait pas réussi à prendre le contrôle du pétrole. À ce moment-là, on irait vers une transition vers l'électricité. Il y a un très bon documentaire qui est sorti dans les dernières années sur... ça s'appelle The Great Climate Swivel. Puis là-dedans, le cofondateur de Greenpeace, il explique comment Greenpeace avait été créé pour mentir à propos du climat. Since then, Greenpeace has figured out, and the rest of the movement has figured out, a whole bunch of campaigns that are fake. And if you look at all these campaigns, as I go through them, you will see that every one of them is based on something that is either invisible or so remote that no one of us could go and verify its truth with our own eyes. Now, the first principle of science, as in Galileo and Darwin and all the rest, is observation. Seeing something or sensing something with a microscope or a Geiger counter or a telescope or another instrument along with it, which basically extends our senses out into the real world where we can observe things happening. And the second most important rule is replication, where if the same thing happens over and over again under similar or identical circumstances, you start to get a strong belief in the truth of this relationship between these things, cause and effect. Puis la propagande, là, elle a commencé à vraiment augmenter. Puis même dans les écoles, à partir de 1978, avant ça, il y avait absolument rien, là. En 77, on parlait pas de pluies acides, de réchauffement, de la fonte des glaces, de la couche d'ozone. Puis là, ça a tout sorti là, en 1978, là, tout ça. Donc, en 78, là, tous les professeurs d'à peu près toutes les matières, là, ils ont commencé à parler de climat dans leurs cours, glisser
sais, il y en avait des manuels un petit peu, des nouveaux manuels scolaires. Donc, c'est là qu'ils ont commencé vraiment à rabattre les oreilles des gens avec le réchauffement climatique, l'effet de serre, la couche d'ozone, les pluies acides, tout ça. Je suis chanceux à cause de l'âge que j'ai. Je me souviens exactement de l'année où c'est entré dans les écoles, l'idée du réchauffement climatique, créée par la combustion du pétrole et le CO2. C'est entré en 1978, très précisément. Parce qu'en secondaire 2, c'est en 77 pour moi, secondaire 2, il n'y a personne qui parlait de climat, il n'y a personne qui parlait d'effet de serre, il n'y a personne qui parlait de CO2, tout le monde s'en foutait. En 78, tous les professeurs d'à peu près toutes les matières ont commencé à nous rabattre les oreilles avec le réchauffement climatique, l'effet de serre, les pluies acides, la couche d'ozone, tout ça. C'est tout arrivé en 78. Donc, c'est là que le concept qu'on a commencé à vouloir là, faire comprendre aux gens que l'homme, en brûlant du pétrole, il crée du CO2. Le CO2 réchauffe la planète. Puis, à cette époque-là, c'était quand même plausible parce qu'on avait les premières données des satellites. Et puis, effectivement, entre les années 70 jusqu'à 2002, il y a eu un léger creux, là, mais ensuite, ça a remonté. Ça a stabilisé et maintenant, même, il y aurait un refroidissement climatique. Mais ça, c'est plus vrai depuis 2002. Il y a eu un genre de stabilisation et même un refroidissement. Puis c'est là qu'il a commencé à changer le mot réchauffement pour changement. Je pense qu'il commençait à sentir là, qu'il perdait un peu le narratif et qu'ils ont modifié un petit peu. Donc vers 2002, là, on a commencé à changer le discours de réchauffement climatique pour des changements climatiques maintenant. Parce que là, tu sais, si la température refroidit, ça devient compliqué à entretenir comme mensonge. À l'époque, là, on racontait aux gens que les îles comme les Maldives allaient être complètement submergées par la fonte des glaces. Donc, on disait que dans 20 ans, là, il allait y avoir plus de neige, que tous les glaciers au pôle Nord comme au pôle Sud allaient être tous fondus. Et puis, pourtant, là, 40 ans plus tard, il est même pas arrivé, là, ça se rapproche même pas des prédictions qu'ils ont faites, là. C'était complètement exagéré et alarmiste comme précision. Les Maldives, apparemment que les plages se sont même approfondies, fait qu'il est arrivé le contraire. Pendant qu'on nous casse les oreilles, que les océans ils montent, en fait la réalité c'est qu'ils seraient en train de baisser. Seulement pour changer les océans de 1 degré, ça prendrait des milliers d'années. Parce que la masse d'eau est tellement énorme que c'est impossible, que c'est tellement profond. Tu sais, l'eau, elle représente, je sais plus, peut-être la moitié de la Terre, là, même plus. Donc, c'est pratiquement impossible de voir une modification de la température d'une masse aussi grosse que ça. En plus, l'eau est peu conducteur. Donc, pour changer seulement d'1 degré la température des océans, ça sera pas de notre vivant qu'on va voir ça, même pas nos enfants, nos petits-enfants. Donc, si on s'intéresse au travail de des scientifiques comme Ivar Grieger, qui est un physicien, en fait, ça serait scientifiquement impossible là, de changer en dedans de 40 ans d'1 degré la température de l'eau. C'est prouvé par des scientifiques. Now, this is what they have come up with, however, and this is for the last 19 years, roughly speaking, the temperature has not gone up. It's been constant for 19 years, almost as long as the life of the students here. They're probably at 23, 24 years old. So it hasn't gone up. And there was a big peak in 98, that's very recognizable. So what did the people who measure temperature do with that? Well, here is the latest temperature they have measured now, and they see the curve here, and if you look at the edge here, it goes up.
the temperature here goes up. How can that be when I just showed you the other curve, the temperature has been constant? Well, the reason for that is that they include now the ocean. But for 100 years, the ocean has not been included. Why do you think they include the ocean? Because it's more accurate, or because they can fiddle with the data? But that's what NASA does. So Obama said last year that 2014 was the hottest year ever. But it's not true. It's not the hottest year. So if you don't believe I'm cheating you, here's some satellite data, and this is the peak in 98, and you see basically the satellite data shows the same thing. The temperature has not increased. Donc, on commence à voir qu'il y a beaucoup de censure, que tous les scientifiques qui s'opposent, on va les étiqueter comme étant des climato-sceptiques. C'est comme, on fait ça souvent avec les médias, on invente un nouveau mot pour discréditer les gens qui s'opposent à la pensée unique. Puis, tu sais, moi personnellement, avant la crise sanitaire, j'avais des doutes, mais avant de connaître des gars comme... il y a un Québécois, un géophysicien qui s'appelle Rénal Duberger, que lui, il amène beaucoup d'arguments là, pour questionner le narratif des changements climatiques actuels qui est poussé par les mondialistes. Il y a Michael Mann qui a accusé Tim Ball. Tim Ball, c'est celui qui a inventé le graphique en forme de crosse d'hockey. Donc, c'est comme si que depuis l'invention du pétrole, ça aurait monté. Puis c'est complètement faux comme modèle scientifique. Donc, Michael Mann a gagné en cours contre lui. En fait, ce que Tim Ball reproche, et il n'est pas le seul, parce que ceux qui ont cassé la crosse de hockey, le bâton de hockey, c'est pas Tim Ball, bien avant lui. Il y a deux Canadiens qui s'appellent McIntyre et McEttrish de Toronto, des mathématiciens statisticiens, qui ont démontré que les données que Michael Mann a utilisées pour construire sa crosse de hockey n'étaient pas correctes et les traitements qu'il a fait de ces données-là étaient fautifs. Je peux pas dire que c'est un charlatan, peut-être. Je peux pas lui faire un procès d'intention, Michael Mann, mais on peut dire une chose, c'est qu'il a mal interprété les données. Quelles sont ces données? Michael Mann se base principalement sur des données dendrochronologiques. C'est quoi la dendrochronologie? C'est la science qui étudie les anneaux de croissance des arbres pour en tirer des conclusions sur les variations de température, d'humidité, enfin de conditions dans lesquelles l'arbre en question a poussé pendant les centaines ou voire même les milliers d'années où il a vécu. Alors, Michael Mann a pris une population de pins qu'on appelle bristlecone pines du nord de la Californie et il a étudié je ne sais pas combien d'échantillons et puis il en a conclu que l'homme depuis l'ère industrielle a créé une augmentation de température d'après les anneaux de croissance. Or, il a oublié plusieurs choses. Oh. J'ai un téléphone, je vais être obligé. Je viens de raccrocher. Bref, Michael Mann a négligé des paramètres importants. Il n'y a pas seulement la température qui influence le taux de croissance d'un arbre. Il y a le degré d'humidité, il y a les conditions atmosphériques, il y a si les racines ont été dérangées dans le sol, et surtout, un paramètre important. Si un arbre est plongé dans des conditions d'humidité et de température constantes pendant trop longtemps, il s'adapte. Et la relation épaisseur d'anneau de croissance, température, ne vaut plus. Autre chose,
Michael Mann s'est arrangé dans son traitement de données pour que le manche du bâton de hockey soit droit. Donc, il a occulté deux paramètres importants, ou deux effets importants, le réchauffement médiéval, les Vikings, enfin, qui cultivaient des jardins où il y avait des forêts au Groenland, au Moyen Âge, le Greenland, et ensuite le petit âge glaciaire qui a pris fin à peu près en 1850. Oui, qui appelait l'hiver de Dickens. C'est ça. Si Michael Mann avait pris en compte ces deux choses-là, son manche bien droit, il aurait été croche, très croche, puis ça aurait fait paraître la palette de son bâton de hockey beaucoup moins importante qu'elle ne l'est en réalité. Donc, ce que vous dites, dans le fond, c'est que le graphique de Tim Ball est beaucoup plus précis que celui de Michael Mann. Parce que Michael Mann, effectivement, son manche de hockey il est bien droit, alors que dans celui de Tim Ball, ben, on voit bien un réchauffement de 9-10 degrés vers l'an 1200 et un refroidissement, ce qu'on appelle l'hiver de Dickens, qui a duré, ben, en fait, durant les années 1800 dans ce coin-là. Ouais. En fait, ce procès-là, il était en fait un procès de Michael Mann contre Tim Ball. Mm-hmm. Et Michael Mann accusait Tim Ball de diffamation. Oui. Hein, c'est ça. Oui. La quintessence de la cause, c'est ça. Alors, diffamer quelqu'un, ça veut dire l'insulter, mettre en doute sa crédibilité pour qu'il perde sa réputation. Hein? Mais n'oublions pas, Rénal, que la poursuite a été lancée au Canada parce qu'aux États-Unis, le premier amendement garantit la liberté d'expression, alors que, exemple, il n'y a aucun juge qui aurait pris ça. Et donc, il a fait sa plainte au Canada. Et ce procès-là a duré 8 ans et demi. Et en 8 ans et demi, Michael Mann n'a jamais été capable de montrer finalement comment il était arrivé à ces résultats, donc ces processus. D'ailleurs, la preuve que Michael Mann avait tort, c'est que sa fameuse crosse de bas, son bâton de hockey, ne figure plus. Ça fait au moins 10 ans qu'il ne figure plus dans les rapports du GIEC. Pourtant, c'était le graphique, la crosse qui était le rapport du GIEC avant, il y a 10 ans. Maintenant, ça figure même plus là. Mais ce qui est triste et dommageable et même dramatique, c'est que ce bâton de hockey-là figure encore dans tous nos manuels scolaires québécois. Je ne sais pas pour la France, mais au Québec, dans le manuel scolaire d'enseignement des sciences, secondaire 4 et 5, il y a le gros graphique du bâton de hockey de Michael Mann. Puis ça explique aussi pourquoi qu'on a décidé de changer le nom pour changement climatique au lieu de réchauffement. Donc, Rénal Duberger, lui, dit que les températures globales normales depuis 1850 n'ont pas vraiment changé. Il dit aussi, ça c'est un fait qui est intéressant, que c'est juste depuis 1979 qu'on a accès à des données fiables avec des satellites qui vont mesurer la température globale de la planète, là. Avant ça, c'était seulement des thermomètres qui traînaient avec des cordes accrochées après des bateaux, tu sais. C'est pas seulement qu'une question scientifique, ça devient vite politique. Ben c'est clair que c'est politique. Ça devient même idéologique et même religieux. C'est en train de devenir une religion. Si tu y crois pas, on te rejette. Donc, M. Duberger, il dit aussi que, dans le fond, en science, il y a plus de choses qu'on ne sait pas que l'on sait. Fait que de là, lui, il remet beaucoup en question la compétence des climatologues. Les climatologues, il faut savoir que c'est un métier qui a été inventé, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Puis, dans le fond, lui, il remet en doute la quantité de données fiables que ces gens-là prennent pour affirmer tous leurs modèles scientifiques. Lui, il dit qu'ils n'ont pas assez de données fiables. Puis ça fait du sens parce que c'est juste à partir de 79 qu'on a des vraies données
avec les satellites. Donc, lui, il dit que d'ici 20 à 30 années, c'est du froid qui nous attend, c'est un refroidissement. Puis lui, il fait partie d'une organisation avec plus de 500 professionnels. Il y a même des climatologues, des géophysiciens, toutes sortes de scientifiques qui se sont regroupés pour pouvoir avoir un poids mettons comme Radio-Canada, eux, ben ils ont un engagement avec BBC. Ils s'engagent à traduire les documentaires de BBC avec l'exactitude. Donc, ils tiennent à la ligne éditoriale de BBC. Donc, si moi, je suis un scientifique québécois, je veux aller parler à Radio-Canada, ben, c'est impossible parce que ça ne respecte pas la ligne éditoriale de BBC. Il y a un fait intéressant qui mentionne, c'est que 95% des gaz à effet de serre seraient des nuages, en fait. On parle du climat méditerranéen, du climat du nord-ouest Pacifique, enfin du climat tropical, mais la Terre n'a pas de climat. Mais on peut quand même, surtout depuis les satellites, depuis 1979, acquérir des observations, des données qui nous donnent une température moyenne annuelle globale qui augmente légèrement, mais très légèrement. Éric, une question importante à tous les climato-crédules et climato-alarmistes. Expliquez-moi, comment se fait-il que la température moyenne annuelle globale de l'atmosphère depuis 20 ans stagne ou augmente à peine en dépit du fait qu'on a émis 40% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre pendant ces mêmes 20 années. Avez-vous une réponse à ça, messieurs d'Ouranos, ceux qui nous rançonnent, ceux qui vivent grâce à nos impôts pour étudier supposément le dérèglement climatique et qui prétendent que nous devons lutter contre les changements climatiques? Éric, lutter contre les changements climatiques, c'est aussi logique que de lutter contre les couchers de soleil. Il y a toujours eu des changements climatiques. Il y en aura toujours. Est-ce qu'on peut se rentrer ça dans le crâne? On a des données, je mets entre guillemets, fiables sur les températures seulement depuis l'avènement des satellites. Ça veut dire 1979. Avant 1979, nous disposons de quoi? Que des mesures thermométriques avec des thermomètres. Les 2/3 de la surface de la Terre, ce sont des océans. De quoi dispose-t-on pour ces océans-là comme mesure par thermomètre? Des routes de bateaux. Un capitaine partait de Southampton, allait à Shanghai en traversant l'Atlantique, en s'arrêtant aux îles dans les Caraïbes, faire ses provisions de rhum. Ensuite, il traversait le canal de Panama, puis il allait à Shanghai. Et de temps en temps, quand le capitaine n'était pas trop sous, il balançait un seau dans la mer, il plongeait un thermomètre dedans, puis il consignait la température à plus ou moins 1 ou 2 degrés dans son livre de bord. Alors, c'est ces données-là dont on dispose avant 1979 pour les 2/3 de la surface de la Terre. C'est de la bullshit. Autrement dit, certains scientifiques ont osé prendre ces données-là, ces mesures-là, par des capitaines de bateaux, surtout s'ils s'appelaient Capitaine Morgan, ils les ont mis dans une grille de X degrés par Y degrés, puis ils ont prétendu avoir une image de la distribution de température pour les océans pour les années antérieures à 1979. C'est de la foutaise. Autrement dit, pour les 2/3 de la surface de notre propre Terre, nous ne possédons aucune donnée thermométrique fiable avant l'avènement des satellites. Alors, comment osons-nous prétendre que l'homme est en train de dérégler le climat si nous n'avons pas de données de comparaison? Et puis, selon des rapports, on peut comparer la variation de température qu'il y a eu sur la planète Terre
bien, il y aurait eu les mêmes changements globaux sur les autres planètes du système solaire. Donc, ça serait peut-être plus lié à la source de chaleur, si on peut dire, que à l'environnement des planètes individuellement. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça aussi. T'sais, si toutes les planètes se réchauffent égales, ben c'est pas de la faute des êtres humains, tu sais. Une autre affaire aussi, c'est que, mettons qu'on voudrait aller vérifier au pôle Sud, on n'a pas le droit d'avoir accès à cette partie-là. C'est interdit de survoler le pôle Sud pour des raisons inconnues, des raisons militaires. Donc, ça serait le fun d'aller vérifier par nous autres mêmes l'épaisseur de la glace, si ça a changé. Il y en a qui disent que la calotte polaire, elle serait en train de se grossir, en fait. T'sais, on a encore une inversion de la réalité, là. Ce qui nous amène au point où certains scientifiques affirment même que le pétrole ne serait pas une énergie fossile. Donc, depuis toujours, on nous martèle que le pétrole, c'est une énergie fossile, mais en réalité, on ne sait pas si c'est renouvelable ou pas. Tu sais, c'est une théorie qui date de la fin du 18e siècle, avant Darwin. On n'avait même pas les satellites à cette époque-là, puis beaucoup moins de technologie. Donc, est-ce qu'on pourrait remettre en question cette théorie de plus de 200 ans? Donc, tu sais, on nous rabâche les oreilles, qu'on nous dit toujours, de toute façon, il va falloir finir par changer le pétrole, abandonner le pétrole. Tu sais, on a ça ancré dans nous autres, puis on ne sait même pas si c'est vraiment une énergie fossile, si c'est si grave que ça, la combustion. Tu sais, l'exploitation minière du cobalt et du lithium, selon moi, est pire que l'émission de la combustion du pétrole, selon moi. Il y a la NASA qui a envoyé la sonde Cassini pour explorer les anneaux de Saturne et aussi regarder le satellite Titan. Et puis, ils ont découvert que Titan possédait beaucoup d'hydrocarbures, du pétrole aussi. Donc, si sur ce satellite-là, il n'y a jamais eu de vie, il n'y a pas d'atmosphère respirable, etc., ben, comment c'est possible qu'il y ait de l'énergie fossile quand il n'y a jamais eu rien de vivant? Puis en plus, on retrouve des lacs, des rivières à la surface. Nous, on nous dit que le pétrole est formé avec de la pression. On va revenir à ce point-là. Donc, il y aurait plus de pétrole sur Titan que sur Terre, puis c'est plus petit, là, la grosseur. Donc, ça serait d'autres choses qui produisent le pétrole. Même qu'il y a plusieurs théories différentes qu'on va checker. Une des théories les plus plausibles sur de la provenance du pétrole, l'origine, ce serait une espèce de sous-produit du magma, une espèce il y en a qui disent que ça serait le sang de la planète, de la Terre, qui circule. Donc, on ne sait pas trop, ça serait peut-être le magma avec un phénomène de refroidissement qui se transformerait, une partie qui se transformerait, qui se diviserait. C'est assez complexe, là. Il y a même des scientifiques qui disent qu'il va toujours en avoir du pétrole à l'infini parce que ça se crée, tu sais. Puis apparemment, il serait même disponible partout. Il suffirait juste de creuser assez profond pour le trouver. Mais apparemment qu'il y en aurait jusqu'à 50 km de profondeur. Qu'est-ce qui est particulier et qui s'oppose à la théorie qu'on nous rabâche depuis 200 ans? Ben, on trouverait du pétrole aussi dans des roches que c'est impossible qu'il y ait eu de la vie là-dedans. Tu sais, on en trouve même à des profondeurs jusqu'à 4 km. Il n'y a jamais eu de vie
à 4 km de profondeur de la Terre. Là. Même si tu recouvres de ça, on peut pas créer une matière de 4 km qu'on étend partout sur la Terre. J'ai appris que les dinosaures les plus profonds qu'on a jamais trouvés sont seulement qu'à 150 mètres. Là. On est loin du 4 km. Là, si on compare maintenant avec les énergies vertes, parce que ça fait longtemps qu'on nous parle de faire une transition vers l'électricité, mais est-ce que l'électricité pourrait supporter... est-ce que c'est aussi bon que le pétrole, premièrement? Ben, quand on a parlé beaucoup dans l'émission précédente que tout ce qui est transport massif, on oublie ça, les cargos, les avions, les tanks, l'électricité n'est pas suffisante pour faire déplacer une armée. Donc, on sait que l'électricité n'est pas la bonne solution au niveau des transports. Dans le fond, lorsqu'une voiture électrique est créée, elle a déjà une dette environnementale qui est le double d'une voiture à essence. Ça veut dire que, mettons que la durée de vie, c'est 200 000 km, il va falloir que je roule 100 000 km pour payer la dette environnementale de la voiture électrique en partant. Donc, s'il arrive un accident avec cette voiture-là, si la personne la change au bout de 3 ans parce qu'elle est tannée de l'avoir, puis les voitures à essence sont déjà établies, toutes nos usines sont prêtes, c'est pas compliqué. Tu sais, on est déjà bon avec ça, là. Fait que de tout changer le système aussi, les infrastructures pour fabriquer ça, c'est de la dette environnementale aussi, il faut considérer ça. Donc, est-ce que ça serait pas un meilleur choix d'attendre des énergies meilleures que l'électricité, comme de récupérer de l'énergie statique ou les moteurs à eau, le moteur quantique, tu sais, toutes ces affaires-là? On sait même qu'il y a des technologies qui ont été détruites par les lobbyistes. Puis là, nous autres, au Québec, c'est bien beau parce qu'on produit de l'hydroélectricité avec des barrages, tout le kit. C'est quand même propre comme procédé. Mais t'as des pays où on produit de l'électricité majoritairement presque avec du charbon ou même avec le nucléaire. Donc, est-ce que ta voiture est réellement électrique? On doit brûler du charbon pour faire avancer cette voiture-là. Donc, pourquoi pas prendre directement la matière première, à place de faire passer dans une usine qui va produire l'électricité, ben prends la ressource directe puis mets-la dans ta voiture, tu sais. Donc, si tout le monde aurait des voitures électriques demain matin, il faudrait au moins doubler le volume d'électricité qu'on produirait. Donc, la pollution, elle augmenterait. Il faudrait construire des centrales nucléaires, donc on aurait plus de déchets radioactifs à gérer. Puis en plus, on sait que les batteries, c'est pas parfait encore. Tu sais, moi j'ai déjà visité des usines où on envoyait des batteries, là, puis il fallait avoir de l'équipement spécial, c'était très toxique. Je préfère aller dans une raffinerie de pétrole que dans une usine de récupération de batteries. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de construire plus de centrales nucléaires quand on essaie de les enlever même? Je pense qu'au Japon, c'est presque illégal. Donc, êtes-vous au courant que la centrale Fukushima, la brèche en fait dans l'océan Pacifique, ça coule encore, tu sais, en fait. Il y a des gens, depuis l'accident, en fait, ils continuent de refroidir dans le fond, c'est un genre de feu, la fusion du cœur qui est comme toute pétée, là. Mais eux, ils envoient de l'eau pour refroidir, ils récupèrent l'eau qui est contaminée, ils l'accumulent dans les réservoirs, puis ils peuvent rien faire, tu sais, ils peuvent pas aller colmater ça parce que c'est trop fort, tu sais, tu peux pas aller travailler là parce que tu te fais irradier, fait que ils font juste faire circuler de l'eau, ils sont pognés avec ça. Fait que les centrales nucléaires, s'ils veulent se servir de ça, il faut que ça soit extrêmement sécuritaire. C'est comme des bombes à retardement.
Quand on fait la traite des déchets radioactifs, faut prendre, dans le fond, les anciennes, les barres ou l'uranium, qui est plus bon. On le prend, puis il faut le mettre dans des contenants spéciaux blindés. Prendre ces contenants-là, puis les laisser dans un endroit le temps que le matériel baisse en radioactivité. Parce que quand on a, mettons, de l'uranium, après un certain temps, l'intensité qu'elle produit, elle diminue. C'est la demi-vie radioactive qu'on appelle. Donc, exemple, après 10 ans, l'uranium a perdu la moitié de sa force. J'invente un chiffre comme ça. Un fait qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le cofondateur de la trilatérale était Rockefeller. Donc, David Rockefeller, 2 ans avant sa mort, avait vendu toutes ses parts de Exxon et Chevron pour transférer tout ça dans des compagnies comme Vanguard, dans l'énergie verte. Puis ensuite, la descendance des Rockefeller qui maintenant contrôle encore les capitales familiales, eh bien, il aurait fait encore plus d'argent avec les énergies vertes jusqu'à maintenant qu'avec le pétrole depuis 1914. Là. Parce que les ancêtres de Exxon et Chevron, c'était le Standard Oil, le grand-père Rockefeller, finalement. Mais là, revenons-en au gaz à effet de serre. On nous rabâche les oreilles depuis notre naissance, pour ma part, que le pétrole, quand on brûle le pétrole ou même du plastique, ça crée des gaz à effet de serre qui vont faire réchauffer la planète. Mais si on observe la couche de nuages, comme je vous parlais, lorsqu'il y a une épaisse couche de nuages, on peut clairement voir une grosse différence entre la température au-dessus des nuages et la température en dessous des nuages. On peut carrément affirmer que les nuages créent un effet de serre parce que il fait beaucoup plus froid au-dessus des nuages qu'en dessous des nuages. Et puis, lorsqu'il n'y a pas de nuages, il y a moins une grosse variation. Donc, ça agirait comme une barrière thermique. Parce que lorsqu'il n'y a pas de nuages, si tu montes, ça va juste grimper graduellement. Contrairement à quand il y a une couche où on va passer d'un niveau très différent là, avec seulement la mince couche de nuages. Pourtant, le ciel il est chargé de CO2, puis il n'y a aucune barrière thermique nulle part, parce que le CO2 il est homogène dans tout l'oxygène. Les nuages vont se condenser pour faire un écran, ça va bloquer. Admettons qu'on va dans le désert. Dans un désert, il n'y a pas de nuages. Pendant le jour, il fait très, très, très chaud, puis de la nuit, il fait 0 degré. Donc, il y a une différence extrême entre le jour et la nuit, justement parce qu'il n'y a pas d'effet de serre. Donc, ça voudrait dire que le CO2 ne retient pas l'effet de serre de la même façon que les nuages. Il y en a du CO2 dans le désert, puis il n'y a aucun effet de serre. Parce que c'est important, le fait que le CO2 crée un effet de serre, tout le narratif anti-pétrole repose sur ça. Si on est capable de démontrer que le CO2 ne crée pas d'effet de serre, ben ça vient tout de tomber, là, simplement avec ça. Mettons qu'on s'intéresse au CO2, là. Le CO2, il est là même si on ne fait pas brûler de pétrole. Nous autres, on le rejette, mais les plantes, eux, c'est le contraire. Ils ont besoin de CO2 pour respirer. Ils respirent du CO2. Donc, est-ce que c'est une pollution? Donc, si le monoxyde de carbone n'est pas si dangereux que ça, pourquoi qu'on nous impose une taxe du carbone? Vous allez dire, Guillaume, ben, si on s'intéresse à la taxe du carbone, on remarque vite que l'argent, elle va pas vraiment où ce qu'elle est supposée d'être, étrangement. Tu sais, c'est une taxe qui est déguisée, finalement, qui s'en va aux mondialistes.
Eux, ils peuvent, sous prétexte d'une énergie verte, ils peuvent investir ça dans toutes sortes d'affaires. Donc, il y a personne qui sait vraiment où vont ces fameuses taxes carbone-là. Il y a même des reportages qui ont sorti. Apparemment, il avait pris un engagement à planter plus d'1 milliard d'arbres avec ça. Puis ils ont même pas atteint 5% de cet objectif-là. Donc, ça, en fait, c'est pour investir dans les énergies vertes, tout simplement, parce que c'est pas payant encore, ce milieu-là. Donc, si on en regarde Tesla, que ils sont en faillite à toutes les années, pourtant, leurs actions continuent de grimper tout le temps. Bien, sont soutenus par plusieurs pays avec la taxe du carbone, en fait. Un autre argument pour le CO2, pour dire que ce n'est pas un gaz à effet de serre, dans le fond, eh bien, ici au Québec, les journées les plus froides, juste si on fait une petite analogie, ben, c'est toujours quand il fait gros soleil et qu'il n'y a aucun nuage. Fait que, tu sais, les journées de moins 35, là, il neige pas, là. C'est des journées avec le ciel est clair. Puis, les journées qui fait le plus chaud pendant l'hiver, ben, c'est les journées nuageuses où ce qui neige, etc. Donc, c'est un peu le contraire. C'est les nuages, quand il y a un gros plafond de nuages, ben, mettons qu'il fait moins 35, dès que les nuages apparaissent, la température va réchauffer assez rapidement. Mais pourtant, c'est des nuages qui créent un effet de serre, on est d'accord. Mais pourtant, quand il n'y a pas de nuages, il y a la même quantité de CO2 dans l'air. Parce que le CO2, il se condense pas en moton magiquement comme ça. Ma question, dans le fond, c'est est-ce que le CO2 crée vraiment un effet de serre? Moi, j'ai apporté 2 exemples où le CO2 ne crée pas d'effet de serre. Moi, j'aimerais ça avoir un seul exemple où ce qu'on est capable de me démontrer que le CO2 crée un effet de serre. Donc, est-ce que ça serait pas le contraire? Si le CO2 n'est pas de la pollution, si ce n'est pas un gaz à effet de serre, si les plantes, eux, ils en ont besoin pour vivre, ben, ça se peut-tu que la combustion du pétrole soit bien, en fait, soit correcte, soit bénéfique? Ce serait une question qu'on pourrait se poser. Si ça produit du CO2 et que les plantes sont contentes, tout le monde est content. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment réagir la première fois que j'ai entendu ça. Mais quand tu compares les scientifiques qui expliquent ça aux scientifiques qui expliquent le réchauffement, puis eux nous prennent pour des caves complètement. Là, quand tu les écoutes, là, tu peux pas critiquer leur travail, je dirais. Là. Ils ont des titres, des très longs titres devant leur nom, etc. Là. Ils viendront pas s'asseoir à côté de toi puis te l'expliquer pendant 1 heure de temps comme les scientifiques que j'ai découvert. Donc, si on analyse ça avec un pas de recul, on comprend que dans le fond, cette transition énergétique-là serait juste là en attendant qu'on prenne le contrôle du Moyen-Orient. Dans le fond, toute cette théorie-là a été maintenue parce qu'on a perdu le contrôle du marché du pétrole. Cette théorie-là est maintenue parce que on a perdu le contrôle du marché du pétrole. Voici ce qui est arrivé. C'est que on a du pétrole en Amérique du Nord encore. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada. Par contre, à cause des salaires, entre autres, mais à cause de la fractation pour aller le chercher aux États-Unis. Donc, les moyens de production du pétrole nord-américain sont extrêmement coûteux. Donc, on est obligé de maintenir un prix du pétrole qui serait beaucoup plus élevé si on voulait que la production ici soit rentable. Donc, ça veut dire que les banques américaines, qui sont liées à toutes les industries pétrolières nord-américaines, sont dans le trouble si on maintient le prix du baril très, très bas. OK? Donc, et le reste du pétrole se retrouve où? Se retrouve dans la péninsule arabique et se retrouve au Venezuela aussi beaucoup et en Russie. Donc, agrandir Israël devient
une condition sine qua non pour que les banques puissent continuer à garder le contrôle de l'économie mondiale. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a attaqué la Syrie, parce que Israël ne peut s'agrandir si la Syrie n'est pas démolie, puisque c'est son voisin immédiat. OK? Et c'est là où tout s'est joué. C'est pour ça que la Syrie, c'est la fin, le déclin de l'Empire américain. Parce que Poutine, lui, comprend très bien ce qui se passe dans le monde, comprend très bien l'importance du marché du pétrole pas cher, celui qui n'est pas en Amérique du Nord. Et donc, c'est pour ça que Poutine, en 2015, en octobre 2015, a décidé d'arrêter les attaques terroristes, là, faussement terroristes, là, contre Bachar al-Assad, et a décidé d'impliquer la Russie à l'intérieur du conflit syrien. Donc, ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si on regarde là, maintenant les options après, ben, on a le pétrole nord-américain qui coûte cher. On a le Venezuela, protégé par qui? Par la Russie. On a l'Iran, protégé par qui? La Russie. On a le pétrole russe, qui est russe. Et on a la Syrie, protégée par la Russie. Et dernièrement, en plus, il restait toujours l'Arabie Saoudite, qui était un des très, très gros producteurs mondiaux, qui était pendant longtemps allié des États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé depuis que Mohammed bin Salman est arrivé au pouvoir en Arabie Saoudite? Revirement complet. Bin Salman s'est reviré de côté, a arrêté d'envoyer ses terroristes en Syrie et est devenu copain-copain avec Poutine. Et donc, on se rend compte que le marché mondial du pétrole, présentement, est contrôlé par Poutine. Puis ça expliquerait pourquoi toute l'économie des banques centrales est autant chambranlante depuis des années. On se rend compte que l'électricité n'est pas vraiment une bonne solution puisqu'elle remplace seulement 5% des transports. Puis si on regarde la crise de la pandémie du corona, l'effet que ça a eu sur l'industrie du pétrole, en fait, ça l'a fait très mal parce qu'il y a eu une grosse réduction des déplacements. Le trafic aérien, au début, était réduit jusqu'à 90%. Donc, c'est une espèce de vengeance de la crise pétrolière que les Américains ont subie. Ben, tu sais, c'est comme deux pierres d'un coup, là. On s'entend que c'est comme un cheval de Troie avec un paquet d'affaires, là, un paquet d'objectifs, on pourrait dire, là. Donc, on se rend compte que tous les pays qui sont contrôlés par les banques mondiales, ben, ils ont coupé la consommation de pétrole. Puis tous les autres pays indépendants, mais c'est le contraire, ils n'embarquent pas dans ce narratif-là, c'est nuisible pour eux, tu sais. Puis en même temps, vu que le dollar américain est en danger, le fait de mettre des entreprises en faillite, ça a fait en sorte de reflouer les banques et de pouvoir conserver une valeur monétaire. Par contre, on a vu que le prix du pétrole a baissé au début. Donc, Poutine a baissé le baril de 70$ à 25$. Ça a fait en sorte qu'il a tué le marché nord-américain du pétrole. Puis, il a mis les banques encore plus dans le trouble. Tu sais, c'est intéressant avec un pas de recul de voir que les vrais enjeux, c'est pas au premier degré que tu les vois, tu sais. Donc, on comprend mieux pourquoi qu'on voulait autant extraire un homme comme Bachar al-Assad. Tu sais, il y a plusieurs autres raisons que pour le pétrole, mais c'est directement relié au contrôle de l'économie mondiale. On va inventer toutes sortes de superfuges pour dissimuler la vraie objectif. Tu sais, si les Américains nous diraient on veut aller attaquer eux autres pour voler leur pétrole, ben là, on dirait écoutez, vous n'avez du pétrole, vous autres, là. Arrangez-vous avec ce que vous avez, vous êtes corrects, là, tu sais. Donc là, on invente toutes sortes d'enjeux, de false flags, de n'importe quoi, qui va faire en sorte qu'on va se diriger vers cet objectif-là. C'est quand même des principes assez complexes, mais quand on prend le temps de comprendre chaque sujet individuellement, c'est pour ça que je fais des émissions comme ça, qui sont longues un petit peu, mais
Une fois qu'on a compris ça, ça va nous aider tellement à comprendre le présent. Donc, alors que le dollar américain était menacé par une hyperinflation, vu qu'il reposait plus sur rien, tu sais, il reposait plus sur l'or, puis tu sais, dans le fond, le dollar américain, il a reposé une bonne partie quand même sur le pétrole, si on en regarde ça. Puis là, maintenant, tu sais, ça explique le fait qu'il ait poussé à la faillite autant de compagnies, de voler les fonds de pension. Tout ça, ça l'a fait en sorte que le système bancaire a survécu. Le dollar américain a été sauvé par les gens, vu qu'eux se sont tous renfloués de cet argent-là. Finalement, tout ce qui arrive, même la pandémie, est lié au fait qu'on n'a pas réussi à agrandir Israël. On n'a pas mis la main sur le pétrole syrien. L'aboutissement aurait été différent si les mondialistes auraient le contrôle monétaire. Ils ne se seraient pas mis dans un état comme présentement. Donc maintenant, le dollar américain il repose sur pratiquement rien. Donc, il essaie de se donner du temps pour prendre le contrôle pour agrandir l'Israël, finalement. Avec qu'est-ce qu'on est en train d'assister, en fait, c'est la fin de l'Empire américain et puis, du même fait, la fin de l'Empire des banques. Puis si c'est la fin des mondialistes, ça veut dire que c'est la fin des changements climatiques. On peut carrément le prévoir que ça va arriver en même temps. Donc, avec la disparition de l'Empire des banques, disparaîtra les changements climatiques et disparaîtra Greta Thunberg aussi. Parlons-en un peu de Greta Thunberg. Depuis qu'elle fait ça, ben ses parents seraient devenus millionnaires. C'est drôle, hein, que elle, c'est une activiste qui fait ça pour le bien de la planète, mais ça a enrichi ses parents à un point qu'ils sont rendus millionnaires. Puis apparemment qu'elle serait financée par George Soros, que lui, c'est le visage des banquiers mondialistes qui, avec des fondations, c'est comme un philanthrope comme Bill Gates finalement. Lui, il va beaucoup influencer à des niveaux idéologiques avec, comment que ça s'appelle? Tu sais, tout ce qu'il y a de Black Lives Matter, c'est tout financé par lui. Ça serait financé par lui, pardon. Donc, George Soros, c'est comme l'interface entre les banques internationales et les gouvernements, les organisations. C'est lui qui fait le lien entre les deux. Donc, c'est lui qui aurait financé tout ce qu'il y a de révolution de couleur, l'immigration. Greta, elle, a été un peu créée pour culpabiliser les générations qui ont précédé les milléniaux actuels, mettons. Dire, les baby boomers, ils ont brisé toute la planète à cause du pétrole, il nous reste 20 ans, 10 ans, 15 ans à vivre. Donc, c'est juste un gros show. Écoute, elle est venue en Amérique, elle est venue en voilier en Amérique, pour dire, regardez comment je suis une écologiste qui prend soin de la nature. Puis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit dans les médias, par contre, c'est qu'ils ont embarqué le voilier dans un avion cargo, puis que toute la gang sont retournés en avion en Europe. Parce qu'elle vient de Suède ou Suisse. Donc, tu sais, on écoute une jeune activiste de 16 ans autiste, mais des géophysiciens comme Monsieur Rénal Duberger, lui, pas le droit d'aller à la télévision, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'une fille de 16 ans en sait à propos de l'environnement? Qui connaît ça, le climat, vraiment? C'est quelque chose qui est tellement abstrait, puis il y a tellement de variables là-dedans, il y a tellement de paramètres qui peuvent affecter. Imaginez si on calculerait, si on mettrait ça sous forme d'un algorithme, d'une équation, comment que ça serait complexe d'essayer de calculer le climat. En tout cas, moi, je pense que
Il y a personne qui connaît ça pour vraiment, là, tu sais. Quand on dit que des manifestations à Montréal contre les crises sanitaires ont seulement réussi qu'à rassembler maximum 70 000 personnes, puis avec Greta Thunberg, une manifestation pour le climat, 500 000 personnes. Mais, tu sais, c'est facile quand on vide les écoles pour participer à ça. On investit des journées, des compagnies qui disent à leurs employés « Ah, on s'en va là ». Ils feront certainement pas ça pour la défendre nos droits actuellement, en tout cas. Donc, tu sais, si les médias participent pas, les écoles, c'est pratiquement impossible d'avoir 500 000 personnes manifestées. Il faut rappeler encore qu'il n'y a rien que tout ce que les apôtres du réchauffement climatique avaient annoncé dans les années 80-90. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. La couche d'ozone, je pense que les trous se sont même réparés. Je suis pas certain de ça. Mais on parle plus de couche d'ozone. On parle plus de pluie acide. La fonte des glaces, on a dit que la calotte glaciaire, elle augmenterait. Les océans, ils baisseraient au lieu d'augmenter le niveau. Il n'y a absolument rien de tout ce qu'ils ont prévu qui est arrivé. Il y a encore de la neige l'hiver. Les glaciers n'ont toujours pas fondu. T'sais, c'est normal qu'il y en a qui fondent. C'est pas à cause qu'on voit un iceberg. Faut sonner une alarme. Là, il y en a toujours eu des icebergs. Donc l'Antarctique, c'est une énorme masse de glace. Donc, si on rajoute encore plus de poids là-dessus, la pression va augmenter. Puis ça se peut que autour, il y ait des parties qui se fragmentent. Donc, on peut pas attribuer ça au changement climatique, juste le fait de filmer un glacier qui passe. Il y a même National Geographic qui se sont fait prendre à faire de la propagande. Il parlait d'un ours polaire qui était malade, qu'on a voulu montrer un ours polaire qui souffrait du réchauffement ou du changement climatique, mais ils ont choisi un vieux ours mort. Tu sais, il y a des habitants de là-bas qui ont dit, tu sais, ça avait pas rapport, ils ont pris un... Fait que si on était obligé de prendre un ours malade, vieux, ça veut dire qu'il y a pas d'ours qui se sentent en détresse, qui ont l'air de souffrir des changements climatiques. Puis, on nous en parle pas, mais au Canada, la population d'ours polaires est la plus élevée depuis 150 ans. Ça, c'est des choses qu'on nous dit pas. Donc, c'est pas vrai que les ours polaires sont en voie de disparition. Il y a même quelque chose qui multiplie les ours polaires présentement. Ils ont des problèmes avec ça partout dans le nord canadien. C'est peut-être parce qu'ils sont trop protégés même. Là. Si on observe le plan de l'agrandissement d'Israël en 1982, il était supposé d'avoir pris l'Irak avant la Syrie. Donc après les attaques du 11 septembre, l'Irak a été disloqué en 3 parties. Et puis, c'était déjà prévu en 82 qu'ils prennent le contrôle de la Syrie. Certains décrivent la guerre de la Syrie comme étant la 3e guerre mondiale. Les conséquences de la guerre de Syrie seraient comparables à l'influence de la 2e guerre mondiale. Je voulais conclure cette émission en parlant des énergies vertes, mais là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop d'affaires à dire, fait que je vais juste parler surtout des voitures électriques comparées aux voitures à essence. Pour commencer, eux, ils nous disent que la voiture électrique, ça serait la solution miracle, que si là, demain matin, tout le monde a des voitures électriques, la planète va aller mieux. On va pratiquement sauver la planète, selon qu'est-ce qu'ils disent. Mais la réalité, c'est que si on fait ça, on va seulement réduire notre consommation de pétrole de 5%. Tous les cargos, un cargo, là, il y en a qui disent que c'est pas vrai, cette affirmation-là. Mais on entend souvent qu'un cargo dépense autant que 50 millions de voitures.
Moi, j'ai regardé, j'ai observé des émissions sur les cargos, juste de voir les moteurs qu'ils utilisent, puis le type de carburant, c'est du mazout lourd, du diesel lourd, que dans le fond, c'est comme s'ils prendraient pratiquement du pétrole brut, puis ils le brûleraient comme ça. Il est très peu raffiné. C'est un carburant qui est très peu raffiné. Donc, il y a beaucoup de résidus qui restent encore dedans. Fait que ça fait plus d'émissions quand il est combustionné, finalement. Ensuite, les avions à réaction, ça pollue. J'avais parlé dans l'émission des chemtrails, on avait comparé un peu, puis c'est fou, là, comment que on fait plein d'études pour les voitures. Tu sais, il y a eu des poursuites judiciaires pour la compagnie Volkswagen, mais les avions, y a-tu des études qui nous disent, tu sais, on ne sait pas trop combien que ça consomme, ils disent pas, tu sais, c'est... Lorsqu'on construit une voiture électrique, ça dépense déjà du pétrole. Ça dépense plus de pétrole que de construire une voiture à pétrole déjà en partant. Fait que déjà là, on a un point négatif. Puis comme on a vu toute l'influence géopolitique du pétrole, ben ça va devenir la même chose avec les terres rares. Les pays comme la Chine qui possèdent beaucoup de terres rares, ben ils vont devenir probablement que ça va être eux qui vont avoir le contrôle monétaire mondial à cause de ça. Donc ça peut apporter beaucoup de conflits. Ensuite, ces fameux terres rares, justement, que toute l'extraction de ça, c'est beaucoup pire que l'utilisation du pétrole. Parfois, c'est des enfants qui sont dans des mines de cobalt. Les endroits où il y a des villages alentours de ces sites d'exploitation-là, les gens sont malades, ils ont des cancers à 30 ans. C'est absolument dégueulasse. C'est les endroits les plus pollués au monde présentement. C'est à cause de l'extraction des terres rares. Et puis là, on parlait de remplacer le pétrole. C'était une des plus meilleurs arguments, c'est qu'on allait en manquer de toute façon. Ben, je pense que les terres rares, on va en manquer encore plus rapidement que du pétrole. Une autre affaire aussi, c'est la source d'électricité qu'on va servir. Parce que présentement, si vous passez d'une voiture à essence à une voiture électrique, votre consommation d'électricité va augmenter. Ici, au Québec, c'est bien le fun. On a Hydro-Québec, c'est assez propre comme énergie. Mais il y a des endroits où on prétend vous vendre de l'énergie qui est verte, mais en fait, on achète une énergie qui est sale. C'est comme une compagnie indépendante qui décide d'acheter de l'énergie et de la revendre. Puis ils ont seulement qu'à acheter un certificat, puis ça a l'air d'être de l'énergie verte. Donc les terres rares, c'est quoi? En fait, c'est des métaux qui ont des propriétés très spécifiques. Il y en a 17. Donc les terres rares, c'est un peu comme des métaux rares, mais c'est plus un terme, une désignation scientifique, parce que la rareté des métaux, ça peut varier si on en a besoin, selon leur utilisation, etc. C'est de la façon qu'on va les extraire qui est très compliquée. On doit déplacer des quantités astronomiques de matériel pour en extraire une infime partie, une infime proportion. Donc, exemple, si je prends 1000 grains de sable, ben, il y a 1 grain de sable de terre rare que je vais réussir. Puis il faut que je jette les 999 grains, les autres. Puis ça se fait avec des procédés chimiques. C'est très polluant, Donc, en étudiant les terres rares, je me rends compte que il n'y a pas peut-être un consensus là-dessus. Parce que là, on dit que les nouvelles technologies de voiture n'en utiliseraient pas. On dit que de toute façon, on dit que les terres rares, dans le fond, c'est plus pour les moteurs. Mais bref, une chose est sûre, c'est que la source, l'électricité, la production de l'électricité elle-même n'est pas si verte et renouvelable que ça. Parce qu'on va brûler du charbon pour la faire. Là, on tombe dans un autre
un autre point. Les centrales biothermiques, eux, affirment produire de l'électricité verte sans émission. Mais c'est complètement faux. Leur raisonnement est très falsifieux. Bref, pour aujourd'hui, je vais conclure ça là-dessus. Je vais vous réserver une autre émission pour vous parler de toutes les énergies vertes, les bons et les mauvais côtés. Donc, si vous aimez ça, qu'est-ce que je fais? Partagez ma vidéo, ça c'est comme ma paye. Faites un commentaire, ça aide à l'algorithme à plus distribuer ma vidéo à plus de personnes. Puis, merci, à la prochaine.